Voilà. On va le voir un peu plus tard, c'est qu'on peut aussi alors être passionné. Alors passionné, ça peut faire, ce mot il fait peur des fois, mais en tout cas adorer ce qu'on fait et quand même en être pas bien et souffrir. Et on va essayer de expliquer ou comprendre pourquoi ça, c'est possible que ça arrive ça aussi. Et donc du coup, dans les situations où on retourne de vacances, qu'on revient de vacances, ou même c'est la même chose, même processus, en doublé, quand on revient de week-end, on peut ressentir un malaise en disant, voilà, en fait, j'ai pas envie d'y retourner, quoi, hein. C'est d'ailleurs pour ça aussi que notamment dans la période Covid, on a eu beaucoup plus de reconversion professionnelle, etc. C'est parce que c'est aussi alors ce que je dis n'a rien de scientifique, mais dans les explications et dans mon analyse à moi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées justement en dehors du travail, qui sont sorties de cette habitude, et en gros, vous savez, un petit peu comme si on était dans une roue qui tourne comme un hamster, et qui se sont retrouvés chez eux à arriver à mieux dormir, à se sentir mieux, à apprécier, bah, faire plus faire la cuisine, à apprécier, à être moins stressé avec les enfants, avec le mari ou la femme. Et en fait, bah, du coup, ça a permis de faire un retour en arrière, hein, prendre un peu du recul et se dire, et de se dire, bah tiens, finalement, ben, je suis pas bien dans mon travail. Alors que quand on est à fond dans son truc, on est un petit peu omnibulé par des habitudes et du coup, on se pose pas vraiment les questions. J'ai aussi oublié, désolée, je suis à fond dans le sujet direct, mais on est là ensemble pour 1 heure, hein. Voilà. Euh, L'idée aussi, c'est parce que le repos, la fatigue, la lassitude ou la perte d'envie revient dès qu'on reprend le travail. C'est-à-dire qu'on peut se sentir bien, pas fatigué, on fait plein de choses et comme par hasard, quand on reprend le travail, oh bah là, on traîne des pieds, on a du mal à se lever. Quand on rentre, on est fatigué, avec tout ce que ça emmène derrière, même dans la vie personnelle. Parce que du coup, forcément, comment on se sent dans la vie professionnelle a un impact dans la vie personnelle et vice-versa. Et donc, il peut être difficile de savoir est-ce que c'est juste un coup de mou ou est-ce que c'est un signe vraiment de désalignement avec ce que je fais. Et je vous donne l'exemple, récemment, j'étais en rendez-vous avec une personne qui, d'un côté, dans sa vie, elle a pas trop aimé ses études, mais elle est allée jusqu'au bout. Et donc, pendant 1 an, en gros, elle a fait des choses qu'elle n'aimait pas trop. Et en gros, elle a persévéré pendant 1 an. Et puis, dans un emploi, tout allait bien, elle aimait bien. Et en moins d'1 mois, elle a décidé d'arrêter parce que tout d'un coup, il y a eu une activité, une suractivité, des conditions de travail qui se sont dégradées. Donc, elle n'était pas très bien. Et donc là, elle a moins d'1 mois, elle est partie. Alors, on voit la différence entre les études, je persévère pendant 1 an alors que je suis pas très très bien. Et là, un emploi, alors qu'à la base, j'aimais plutôt bien ce que je faisais, il se passe quelque chose et pouf, là, je décide de partir. Donc on voit qu'on n'a pas forcément de règles sur comment on va fonctionner. Par contre, il y a quand même une notion d'enthousiasme. C'est ce qu'on a vu avec cette personne, mais il y a des notions d'enthousiasme et surtout d'objectifs. Et que quand on les a pas, ces objectifs et ces enthousiasmes, bah, on va moins forcément travailler sur soi et aller être plus fatigué et aussi voilà, peut-être moins persévérer ou moins trouver de solutions qui vont être OK pour nous, puisque cette personne, elle a quitté la structure sans forcément avoir derrière de retour et aujourd'hui est dans une situation compliquée à cause de ça. Et aussi parce qu'il est compliqué, je trouve, de trouver des espaces où on peut vraiment échanger sur ces problématiques-là, d'autant plus quand on est dans des habitudes de vie, de mettre des mots sur ce que l'on vit sans jugement et sans pression. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans mon métier, hein, c'est de pouvoir, en tout cas, proposer cet espace-là aux personnes-là, et à toutes ces personnes qui ont besoin, comme les psychologues, en fait, les thérapeutes, hein, c'est quand même des espaces qui sont à mon sens, précieux. Mais il n'y a pas vraiment encore un réflexe de pouvoir y aller autant que si je suis malade, que je vais voir le médecin, quoi. Et donc l'idée, c'est de pouvoir vous proposer aussi, c'est de comprendre ce qui se joue, et c'est ce que j'aime faire, hein, et de découvrir comment un bilan de compétences ou pas peut aider à ça. Alors pourquoi bilan de compétences? J'en parle parce que je trouve qu'on en parle beaucoup depuis quelques années et sans forcément l'utiliser à bon escient ou quand il faudrait. Ou alors trop tôt ou trop tard. Voilà. Donc c'est vraiment un peu de vous expliquer ce que ça pourrait être. Et je viens de capter que j'ai même pas fait de slide sur le bilan de compétences, mais je vous le dirai comme ça oralement. Et puis vous me poserez des questions si vous avez envie des questions par rapport à ça. N'hésitez pas tout au long de la présentation voilà, d'exprimer votre voix si vous avez des questions, si vous avez des choses qui vous viennent, ou alors de l'écrire et je regarderai de temps en temps la partie, euh, la partie chat pour voir si vous avez des questions. Ah, j'ai un petit 1 qui se met, donc c'est très bien, je vois. Attendez. C'était une réponse à ma question tout à l'heure.
Super. Donc moi qui je suis pour pouvoir proposer en tout cas ces webinaires-là, je vous l'ai dit au début, je suis Sarah Moroz, donc je suis psychologue du travail et des organisations et je me suis mis à mon compte il y a maintenant un peu plus de 3 ans avec une partie salariat, hein. J'ai rien contre le salariat aussi, je trouve ça très chouette et ça c'est vraiment différent et en fonction des personnes on fait des choses différentes. Moi l'idée c'est vraiment d'accompagner les dirigeants mais aussi les salariés dans le milieu professionnel et comment faire en sorte de mieux le vivre pour tout le monde, parce que c'est autant difficile pour les salariés que pour un dirigeant ou une dirigeante. Euh, Mon travail à moi, c'est vraiment de alors j'aime bien utiliser ce terme-là, c'est mettre du soleil là où c'est orageux ou alors nuageux, où il pleut, en travaillant sur déconstruire les croyances. Parce qu'on est rempli de croyances, et c'est normal, on ne pourra pas faire en sorte de pas en avoir. Mais il y a des choses qui peuvent ne pas nous aider. Détecter, l'idée c'est de traquer aussi les schémas, traquer nos habitudes pour faire en sorte de trouver un alignement, que ce soit autant au niveau professionnel de carrière qu'au niveau aussi de l'entreprise, parce que l'entreprise, finalement, elle fonctionne un petit peu comme un humain, mais sous forme d'organisation du travail, et donc c'est aussi trouver sa mission, son équilibre et son alignement. Donc pour ça, je suis formée en psychologie du travail, mais aussi en thérapie avec les thérapies cognitivo-comportementales et la thérapie par les schémas. Donc je fais pas de thérapie à proprement parler, par contre j'utilise ces outils justement pour les accompagnements parce que ça, voilà, c'est aidant, plus on se comprend et mieux c'est. Et je suis aussi formée en permaculture du travail parce que depuis quelques années, j'agrémente, on va dire, mes accompagnements avec la notion de permaculture, de faire le lien avec le milieu naturel, comment il fonctionne. Voilà, assez parlé pour moi. Allons-y sur vous. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ce soir? On va parler de d'identité et de choix au travail. On va parler également d'épuisement professionnel et comment... alors, excusez-moi, j'essaye d'enlever le chat qui est là, que je vois pas. Voilà. D'épuisement professionnel et surtout comment on peut prendre soin de soi dans ces moments-là. Comment on l'identifie, comment on évite d'aller jusqu'au bout et de se griller totalement. Et quand on est grillé, on va dire que vraiment on est dans cet espace-là, comment on peut prendre soin de soi. On va parler de vos besoins et comment y répondre. Et c'est là où je vous proposerai un petit exercice pour essayer d'aller voir un peu, vous, vos besoins. Et est-ce que vous y répondez ou pas? Et qu'est-ce qui se passe quand on y répond ou quand on n'y répond pas? Et à la fin, bah, si vous restez... Non, j'aime pas du tout ces techniques de vente. J'ai un petit cadeau que je vous offrirai, enfin, que je vous enverrai par mail pour justement, si vous avez envie de travailler sur votre projet professionnel. C'est un petit guide pour pouvoir voilà, vous accompagner à le faire tout seul. Voilà, il n'y a pas spécialement forcément besoin tout le temps forcément de quelqu'un. C'est bien d'être accompagné, surtout quand on n'y arrive pas tout seul, mais on peut déjà commencer et voir si tout seul, avec les outils correspondants et qui peuvent servir, si on peut voilà, travailler sur comprendre son alignement et prendre des décisions. Alors, première des choses, le travail. Euh, il est défini depuis quelques années, depuis une cinquantaine, centaine d'années. On associe le travail avec le mot tripalium, parce qu'on dit que le travail, ça vient du mot tripalium, ce qui n'est pas vraiment vrai à la base. Ça fait que quelques centaines d'années que, en gros, on associe ce mot à ce terme-là, mais c'est pas totalement juste. Si vous avez envie d'en savoir un peu plus, j'ai écrit un article là-dessus. Vous pouvez scanner le QR code ou vous allez voir sur mon blog, c'est un des premiers articles que j'ai pu écrire qui explique voilà, le mot travail. Et en fait, du coup, par principe, moi, c'est ce que je vous dis, c'est mon idée, c'est de déconstruire les croyances. C'est que parce que mentalement, on s'est intégré que le travail, c'était de la souffrance, bah, du coup, automatiquement, c'est comme si on se mettait en condition que le travail, ça peut pas être quelque chose de fun. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que souvent, quand j'accompagne des personnes, elles me racontent un petit peu ce qu'elles adorent faire dans la vie. Et on parle pas forcément de travail, hein, on parle de ce qu'elles aiment faire, ce qui les anime, et on voit les yeux qui pétillent, etc. Et quand la question vient, et qu'est-ce que vous voulez faire comme activité professionnelle, c'est des choses, mais totalement à l'opposé. Et clairement, le corps ne répond pas pareil. Et j'ai toujours trouvé ça intéressant. J'ai dit, mais alors, il y a un truc que vous adorez faire, vous passez du temps à, sans compter à faire, mais en faire un travail, une activité rémunérée, c'est même pas, on n'y réfléchit même pas. Donc c'est quand même dingue, enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, ça m'a toujours étonnée.
Et il peut y avoir des réponses. Mon frère a été le premier à répondre comme ça. C'est en gros, c'est quelque chose qu'il aime et il veut pas que ça en devienne quelque chose ou qu'il aime plus parce qu'il en devient une activité rémunérée. Donc, parce qu'on va le rémunérer, parce que ça va être un travail, forcément, ça va être quelque chose qu'on va peut-être perdre et qu'on va plus aimer faire. Enfin, vous voyez le pont qu'il y a entre... il y a une pensée que c'est pas forcément quelque chose de bien de travailler, et donc du coup, tout ce qui va s'y rattacher, ça va être déconstruit, on va plus aimer, et voilà. Alors oui, il peut y avoir des alertes, que parce que ça devient rémunéré, il y a une pression, il y a des obligations. Oui, ça peut. Mais du coup, si ça, on le sait, c'est comment on peut cadrer pour en faire quelque chose que moi, j'ai envie à quoi que j'ai envie à quoi ça ressemble. Ça, c'est des questions à se poser et de se dire, ben voilà, si je devais pas, parce que je vais passer beaucoup de temps à travailler, est-ce que ça serait pas plus sympa de le faire avec des choses que j'aime vraiment faire et qui me passionnent, etc. Et peut-être que j'ai pas envie de le faire tous les jours, mais il y a aussi des moyens de pouvoir adapter et de pouvoir faire les choses et d'organiser ces temps de travail. Voilà, je vous prends un exemple. Si moi j'aime peindre, c'est pas le cas. Enfin, j'aimerais bien, mais je suis nulle à ça, j'ai pas les compétences. Mais si moi j'adore peindre, bah, c'est pas parce que j'adore peindre que j'ai envie de faire ça tous les jours. Sauf que ben, si je me mets à peindre, je vais pas faire que ça non plus. Il y aura du rangement, il y aura l'administratif, il y aura. Voilà, c'est comment je peux adapter. Et puis je peux très bien faire ça du temps partiel et puis faire autre chose. Vous voyez, il y a tout qui peut être construit. C'est ce qui s'appelle soit de l'intrapreneuriat, je construis en interne, ou alors de l'entrepreneuriat, je construis ce que j'ai envie à l'image que j'ai envie que ça soit. Donc voilà, juste par rapport à ça, ce petit point sur le travail. Et puis après, il y a soi, alors, pas vraiment l'identité là, mais c'est comment je vais me ressentir. Sarah, Oui, excuse-moi, est-ce que tu peux répéter l'entrepreneuriat et quoi? et L'autre, c'est l'intrapreneuriat. quoi? L'intrapreneuriat, en fait, l'idée, c'est de construire son poste en tant que salarié. En fait, quand on est salarié, on peut aussi être dans une posture et une optique de créer son poste. Alors, on va pas forcément le faire tout de suite, parce que bah, ça pourrait être vite vu comme j'impose ma façon de faire. Mais par contre, en fait, au fur et à mesure, quand on comprend les besoins, quand on connaît sa posture, quand on sait ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, quand on identifie les choses, ça peut, avec de la confiance, pouvoir bah, proposer des choses et construire en fait son poste comme j'ai envie de le faire. Euh, il y a un exemple que j'aime bien prendre de Joseph Chovanec. Je ne sais pas si vous connaissez cette personne. C'est un conférencier, philosophe qui est, alors je le précise parce que j'aime bien, ça participe à l'inclusion, mais qui est autiste Asperger. Et il dit en fait dans une de ses conférences, il parlait d'une entreprise qui recrutait vraiment tout le monde parce qu'il y avait que ça comme entreprise et voilà, il y avait tellement besoin de monde qu'il recrutait tout le monde et même les personnes en situation de handicap, mais plus, avec un autisme plus. Alors c'est lui qui le dit comme ça, hein, et en fait, les gérants ont laissé faire les personnes comme elles voulaient et elles ont construit en fait un système, c'était avec Michelin, de pneus qui a fait la fortune en fait de Michelin à l'époque. Et il y a plein comme ça d'exemples de personnes que quand on laisse faire, les salariés, les solutions, elles sont toujours les meilleures et les moins chères en plus quand on veut avancer dans son entreprise. Donc, c'est des choses qui sont possibles de faire. Moi, en tant que salarié, j'ai toujours fait et construit, et que quand j'avais pas envie de faire quelque chose, bah, je disais, j'ai pas envie de le faire. Et c'est pas juste pour dire j'ai pas envie de le faire, c'est parce que du coup, j'y trouvais pas un intérêt et que je me disais, le risque, c'est quoi? C'est qu'on me licencie. Et ben, allons. On m'a jamais licencié. Mais comment je me sens dans mon activité? Je peux me sentir bien ou je peux me sentir pas bien. Et puis, il peut y avoir aussi une façon d'osciller. Si je me sens bien, ben, en général, quand on se sent bien, on se pose pas de questions, on n'a pas envie de changer et on profite. On se pose pas la question. Ça peut être ça peut être une erreur, j'ai envie de dire, parce que quand on va bien, ça peut être l'occasion de se demander, de se dire, euh, de faire le point sur mes valeurs, mes enthousiasmes, de conscientiser ce qui me donne de l'énergie. Parce que le jour où j'en aurai moins, je vais pouvoir peut-être me concentrer sur ce que je sais qui me donne plus d'énergie et qui me fait me sentir bien. Alors que quand c'est facile, quand tout est facile, que tout va bien, on ne se pose pas la question. On identifie pas, on ne conscientise pas. C'est comme nos compétences. Quand on vous demande bah, c'est quoi vos compétences, ben, en général, les réponses c'est c'est pas trop, ah bah non, ça pas trop en fait, parce que ça c'est facile, enfin, ça ne me demande pas d'effort. Mais ça ne me demande pas d'effort parce que j'ai été habituée à le faire, je me suis habituée à le faire, et parce que ça ne me demande pas d'effort, on a l'impression que c'est rien. Alors que non, c'est tout l'objet des talents et de ce qu'on arrive à faire.
Donc de conscientiser tout ce qui est facile à faire, ça fait partie de mes talents, ça fait partie de mes compétences et c'est ce qui fait partie de me valoriser. Donc c'est pareil, quand je vais bien dans une structure, c'est qu'est-ce qui fait que je vais bien, qu'est-ce qui m'anime. Parce que le jour où ça va pas, je vais pouvoir peut-être m'appuyer là-dessus. Et puis il y a la partie où je me sens pas bien. Et donc là, on peut se poser plusieurs questions. Quand je me sens pas bien, quand je suis fatiguée, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a deux choix. Déjà, se poser la question, c'est mon activité, est-ce que je l'ai choisie ou est-ce que je ne l'ai pas choisie? Quand je dis est-ce que je l'ai choisie ou est-ce que je ne l'ai pas choisie, c'est-à-dire est-ce que ça a vraiment été un élan du cœur depuis tout petit, je veux faire ça, ou depuis le lycée, j'ai découvert, c'est vraiment ça que je voulais faire et j'y vais. Ou alors je suis là parce que je savais pas trop quoi faire, ce qui est normal, hein, jusqu'à l'âge de 25 ans, c'est plus normal de ne pas savoir que de savoir absolument, puisque les intérêts professionnels ne se fixent qu'à l'âge de 25 ans. Donc jusqu'à 25 ans, c'est tout à fait normal de pas vraiment savoir. Donc si vous avez des enfants, dites-leur, parce que souvent on panique, on ne sait pas ce qu'on veut faire et on demande aux enfants à 18 ans, aux enfants même à nous, hein, ça 16 ans de choisir. Bah, c'est pas facile de choisir et c'est normal que ce soit pas facile. Et donc du coup on est rentré un peu dans les choses parce que l'opportunité, parce que voilà, il y a toutes ces choses-là. Et donc voilà, on n'a pas choisi forcément. Et je peux avoir choisi, mais à mon donné ne plus en pouvoir. Et donc là, c'est de réfléchir pourquoi j'en peux plus. Que ce soit parce que je ne l'ai pas choisi. Alors, quand je ne l'ai pas choisi, il y a peut-être une notion d'enthousiasme, c'est-à-dire que ça ne me motive pas au final. Ça peut être l'occasion de commencer à se poser et à réfléchir à qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Et ça demande du temps. Et souvent, c'est du temps qu'on ne prend pas. Donc moi, je vous invite, en tout cas dans ce cas-là, à prendre ce temps-là. Soit seul, il existe plein de livres qui accompagnent là-dedans, des podcasts, des échanges, avec les personnes, de pouvoir voilà, parler. France Travail, mission locale, mais je pense pas que vous êtes à la mission. Je sais pas, je fais l'hypothèse que vous n'avez pas l'âge pour être à la mission locale, mais de pouvoir être accompagné. euh, voilà, être accompagné ou pas accompagné. Et donc, quand j'ai choisi que j'en peux plus, c'est de pouvoir réfléchir qu'est-ce qui m'embête? Où est-ce que mon énergie se perd? Est-ce que c'est lié à des collègues? Est-ce que c'est lié à l'environnement de travail? Est-ce que c'est lié au management? Est-ce que c'est les activités qui sont devenues trop contraignantes? Ou d'autres choses auxquelles j'aurais pas pensé. C'est déjà de pouvoir en faire un... Et ça demande, vous voyez, ça demande ce côté où je prends du recul. Je vais pas bien et je me pose des questions. Mais c'est quoi qui me rend pas bien? Est-ce que, parce que j'ai choisi de faire ça, est-ce que j'aime toujours à la base ce que je fais? Oui, j'aime toujours, mais il y a quand même un truc qui va pas. Ok, ben qu'est-ce que... Et moi, je vous invite à prendre un cahier et écrire, parce que l'écrit a un grand pouvoir, en tout cas dans la réflexion. Et donc, je réfléchis à tout ça, et en fonction de ça, je vais pouvoir travailler dessus. Alors quand j'y travaille dessus, c'est d'aller aussi notamment comprendre ses besoins. Et on va voir tout à l'heure quel type de besoin ça pourrait être. Ça va pour cette partie? Je sais pas si ça vous parle ou pas. Je vois qu'il y a un chat. Oui, ça va. Ouais, c'est bon. Est-ce que tu pourrais redonner le nom du monsieur Asperger? C'est Joseph. Oui, pardon. Ouais, c'est Joseph. Tu peux le noter? Ouais, je vais le faire. Chauvanec. Je suis en train de Merci. le faire. Chauvanec. Il a écrit notamment un livre, Les intelligences multiples. Enfin, c'est un monsieur, il est extraordinaire. J'aime beaucoup. D'accord. Voilà. Hop, je l'ai noté. Je regarde s'il n'y a pas d'autres questions. Ok, non. Hop. Et donc là, pour pouvoir répondre à ces questions, en tout cas quand vous êtes dans une situation où ça va pas, vous avez choisi ou vous n'avez pas choisi et que ça va pas, vous avez plusieurs outils. Donc, quand on est salarié, il peut y avoir la transition professionnelle. C'est-à-dire là, bah, du coup, je veux changer. Soit parce que c'est le métier qui ne me plaît pas et que j'ai découvert que c'est autre chose que j'aimais faire et donc je vais changer de métier. Soit j'aime ce que je fais, mais c'est en lien avec les conditions de travail, l'environnement, les collègues. Et j'ai essayé de dire mes besoins, parce qu'on verra tout à l'heure, c'est facile hein, de dire j'ai mis mes besoins, mais c'est pas parce qu'on dit ses besoins et qu'on fait des demandes qu'on y répond. Donc j'ai tout essayé, je pense avoir tout essayé et qu'en fait, il n'y a rien qui change. Et ben, il y a l'option aussi de pouvoir partir. Alors, il y a l'option arrêt maladie. Et je sais, par expérience, et j'ai pas de chiffres, mais je suis persuadée que finalement, il y a beaucoup plus de monde qui ne veut pas aller en arrêt maladie que de personnes qui en veulent et qui en profitent, comme l'État pourrait dire et certaines personnes. L'arrêt maladie, c'est un outil, c'est-à-dire que quand vraiment j'ai pas bien, j'ai besoin de prendre ce recul-là. Quand j'ai besoin d'aller mieux, je me soigne. Quand je me casse un bras, je m'arrête en fait, parce que je peux plus écrire, je peux plus travailler et ça pose vachement moins de problèmes en fait. Ça pose peut-être encore des problèmes, mais vachement moins. Mais je ne peux pas le faire. Quand je ne vais pas bien, à un moment donné, je ne peux plus travailler et de vouloir continuer, c'est faire que augmenter le risque d'être à un moment donné vachement plus longtemps
vachement plus longtemps, en arrêt maladie, ou de ne plus arriver du tout à aller dans le milieu professionnel. Alors ça peut finir par un licenciement ou par vraiment une démission parce que j'en peux plus, et de ne plus arriver à oser, en tout cas postuler, à ne plus oser traverser la route et aller à côté de là où je travaillais. Enfin, voilà, vous voyez, plus j'attends, c'est comme une infection. L'infection, en fait, si tout de suite je désinfecte, ça va pas prendre trop de temps. En général, quand vraiment je me sens pas bien, 2, 3 semaines pour prendre du recul, pour se poser toutes ces questions-là qu'on a vues tout à l'heure, pour pouvoir peut-être lire des choses, rencontrer des thérapeutes, faire des massages, se faire du bien à soi, voir peut-être pour un bilan de compétences, si vous voulez faire un bilan de compétences, pour voir pour un accompagnement, enfin pour lire, pour faire des mandalas, enfin ce que vous voulez, mais en tout cas pour se faire du bien, pas forcément pour rester chez soi et attendre que ça passe. C'est bien de prendre du soin, de dormir au début, mais ça passe pas tout seul. Je sais pas si vous pensez que ça passe tout seul. Je connais pas encore des personnes que c'est passé tout seul. Donc ça, c'est Non, un... ça passe pas tout seul. Mais voilà, ça passe pas tout seul. Ah ouais. Et donc du coup, voilà, c'est comme quand je suis infectée, ça passe pas tout seul. Ou alors ça va le faire, mais ça va prendre beaucoup de temps et à la fin, ça va pas être oh, je vous montre mon tatouage, mais ça va pas être très très joli. Il y aura une boursouflure, il y aura... Enfin, ça sera, voilà, ça sera pas chouette et ça risque de faire mal en plus, même quand c'est encore que c'est cicatrisé. Donc là, il y a le médecin, la médecine du travail, la dette, la direction du travail et le défenseur des droits quand il y a des notions de discrimination qui rentrent en jeu. Il y a la notion de licenciement, de rupture conventionnelle ou de démission, et des démissions qui peuvent être aperçues comme légitimes parce qu'il y a un projet professionnel, parce que je vous ai mis un petit peu les différents liens. Mais pour faire ça, il faut pouvoir prendre un rendez-vous CEP, Conseil en évolution professionnelle, avec des structures qui sont habilitées à ça, ce qui permettra de venir valider un nouveau projet et derrière, ça passe en commission. Je vous la fais très court, hein, ça passe en commission et après, derrière, quand il y a une inscription à France Travail, cette commission-là, France Travail, va prendre le relais et vous aurez du coup une démission légitime et vous pourrez percevoir vos allocations retour à l'emploi et avoir tous les accompagnements qui vont avec. Et donc du coup de partir plus sereine parce que souvent on se dit je ne peux pas partir parce que je ne peux pas quitter mon travail, parce que j'ai besoin, parce que j'ai des crédits, parce que j'ai ci, parce que j'ai ça. Et oui, et c'est légitime de penser tout ça. Mais sauf que du coup on ne réfléchit même pas aux solutions qu'il peut y avoir. On n'envisage même pas si j'ai un licenciement, qu'est-ce qu'il y a derrière? Si je demande une rupture conventionnelle, qu'est-ce qu'il y a derrière? S'il y a une démission, qu'est-ce qui se passe? Bah, ce qui se passe, c'est que, ok, mais je veux démissionner pourquoi? Parce que j'ai envie de changer de métier. Vous voyez? Donc, c'est de pouvoir. L'idée, c'est de ne pas se fermer à des solutions en pensant que c'est pas possible et que le pire pourrait arriver. Ça va pour ça? Oui, ça va. Ouais, merci. Et donc, comment... Donc là, c'est vraiment ce que je dis tout à l'heure, c'est vraiment pour anticiper d'être vraiment dans l'épuisement professionnel, diagnostiqué, hein, comme dans le diagnostic, un médecin diagnostiquera vraiment l'épuisement professionnel, que j'en peux plus, je peux plus sortir de mon lit. Enfin, c'est vraiment quand on va jusqu'au bout, on tire le bouchon jusqu'au bout, ben c'est voilà, c'est vraiment très compliqué. Le corps, c'est fini, hein, c'est stop. On a le mental et en plus qui culpabilise en disant mais j'ai envie, je peux pas, etc. Mais le corps, voilà, il suit pas. Et donc plus on reste dans cette culpabilité en plus, et plus on est mal, hein. C'est un peu le cercle vicieux. Mais quand je suis donc en plein dans cette souffrance au travail, j'ai une jolie photo d'explosion. Le mot d'ordre, c'est prendre soin de soi et ça prend du temps. Et donc, c'est de pouvoir, comme si j'étais en convalescence, imaginer que je suis à l'hôpital parce que j'ai 2 jambes dans le plâtre. J'ai beau avoir envie d'aller faire un marathon, je ne peux pas le faire. Et plus je vais essayer de marcher avec mes plâtres, et plus moins mes jambes, en fait, mes fractures vont se réparer facilement, et plus j'aurai des séquelles. Donc, c'est se prendre du temps. Ça ne veut pas dire 1 an, 3 ans, ça veut dire, je me dis déjà dans ma tête mentalement, enfin moi je vous invite à dire mentalement combien de temps que je me donne. Si vraiment on est en épuisement professionnel, moi je vous invite à un minimum 3 mois. Mais après, c'est vous voyez, hein, un mois, ça va très très vite et c'est compliqué. Dites-vous entre 1 et 3 mois en disant voilà, moi je me laisse entre 1 et 3 mois pour me soigner. Et comment on se soigne? En se faisant du bien, en faisant des choses qu'on aime, en faisant des choses qui nous donnent de l'énergie, d'où l'intérêt d'avoir, quand tout va bien, identifié ce qui fait que tout va bien et qui fait que ça me donne la force. Moi, par exemple, je sais que aller à la plage, au bord de mer, c'est même pas la plage, au bord de mer ou dans une rivière, ça me fait tellement du bien quand je ne vais pas bien, mais automatiquement, enfin je sais pas, réfléchissez à vous dans votre vie de tous les jours. Moi, c'est après, en analysant un petit peu comment je fonctionne, que j'ai capté que quand j'étais plus jeune et que ça j'allais pas, que j'étais triste, que ce soit personnel, professionnel,
j'avais un automatisme, c'est d'aller au bord de mer. Mon corps savait. C'est comme si le GPS, il allait là où ça allait me faire du bien. Donc, il y a se faire du bien et donc d'identifier en amont ce qui me fait du bien parce que quand je vais pas bien, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui me fait du bien. Et parce que j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui me fait du bien et que je n'ai rien envie de faire, du coup, je ne fais rien. Et donc, du coup, je ne remonte pas dans mon énergie. Alors que quand j'ai identifié les choses qui me font du bien, oui, je pourrais me dire, oui, mais j'ai la flemme, etc. Mais je sais, en fait, j'ai un ancrage, je sais que ça va me faire du bien. Donc, au minimum, me donner l'énergie pour me dire, allez, je vais essayer et je verrai bien si ça me fait du bien ou pas. Et si j'essaye et que je vois que ça me fait du bien, c'est de continuer. Parce que votre corps, ce qu'il est en train de vous dire, continue, ça te fait du bien, réitère. Donc, des choses qui se font du bien, prendre soin de soi psychiquement. Donc là, ça demande d'avoir un thérapeute, un psychologue. Et alors, je sais que c'est pas forcément facile. Alors déjà, pour tout ce qu'on peut se dire sur le psychologue, on peut en avoir peur, etc. Après, je me dis, vous êtes connecté avec un webinaire avec une psychologue du travail, donc ça devrait aller pour ça. Je fais des suppositions. C'est pas forcément facile de trouver la bonne personne, mais pour ça, il faut essayer. Et si ça va pas avec une personne, changez. Ne vous dites pas, ben voilà, j'avais raison, les psys, ça sert à rien. Parce que souvent, j'entends ça aussi, mais oui, moi, je suis allée voir un psy, ça servait à rien du tout. Donc voilà, j'avais raison, je ne fais plus. Quand je vais au coiffeur et que le coiffeur me loupe, quand vous allez au coiffeur et qu'il vous loupe, est-ce que vous vous dites, bah, c'est nul les coiffeurs, j'avais raison, je vais arriver moi-même, je n'irai plus jamais au coiffeur? C'est ce que vous... Non. Non. En général, vous faites quoi? J'apprends à me coiffer moi-même. Ouais, on peut apprendre à se coiffer soi-même ou on change Bah, de on en cherche coiffeur. un autre. Oui. Voilà, en général, on peut changer de coiffeur. On peut se faire soi-même, hein. Moi, c'est comme ça que j'ai cuisiné plein de trucs parce que je voulais me les faire et manger mes trucs là parce que ça coûtait trop cher l'acheter. Mais voilà, en général, on change de coiffeur. Même les médecins, les gens, ils changent pas. Enfin, j'entends plein de médecins que ça ne va pas du tout dans les relations. Les gens n'osent pas dire des choses à leur médecin. Si vous n'osez pas parler à votre médecin, changez de médecin. Parce qu'on a l'impression qu'on ne peut pas changer de médecin parce que toute la vie, depuis toute petite, on a ce médecin-là. Bah non, en fait, les médecins, c'est pareil, il faut justement se sentir en confiance. Donc, tant que vous ne vous sentez pas en confiance avec une personne, changez. Ça ne veut pas dire que la personne, elle est nulle, hein. Ça veut juste dire que c'est pas pour vous. Voilà, il faut trouver la personne qui vous va bien. Donc, se faire du bien, se soigner par le psychique, par des massages, par énergéticien, enfin, tout ce que vous voulez qui est lié au corps et au psychique. Et donc aussi les activités professionnelles. Non, non, j'ai oublié le professionnel. Les activités physiques, le sport, d'où même le yoga. Ça, quand on est dans l'activité physique, ça fait du bien. Et d'ailleurs, dans un dernier podcast que j'ai écouté, je ne dis pas n'importe quoi, puis j'entends encore des psychiatres, un psychiatre qui parlait. Alors, il parlait par rapport à la dépression, mais quand on est en épuisement professionnel, on n'est pas forcément en dépression, mais on peut vite y tomber, surtout si on reste justement enfermé et qu'on ne fait pas tout ça. Ce qui aide à guérir de la dépression, c'est l'activité sportive. Ce qui prévient, c'est l'alimentation. Alors, ça va pas guérir, mais l'alimentation joue sur ce qu'on mange, sur ce qu'on ingère dans notre corps, hein. Et le sommeil. Et donc, l'autre chose, c'est le sommeil. Et souvent, quand on va pas bien, ben, on a du mal à dormir. On a l'insomniaque, on est stressé, etc. Je ne suis pas une pro des médicaments, mais quand vraiment on n'arrive plus du tout à dormir, si ça peut nous aider, c'est à ce moment-là qu'il y a besoin d'aller voir un médecin pour ça. Pas pour garder toute la vie, mais au minimum pour qu'on recommence à avoir un cycle de sommeil régulier pour arriver justement à avoir tous les éléments et pour se sentir bien. Mais on peut arriver à... C'est un peu un cercle vertueux, c'est que si je me mets à faire du sport, je vais libérer des endorphines. Si je me mets à marcher, si je me mets à faire des choses qui me dépensent, je vais du coup sûrement mieux dormir. De la méditation, des choses comme ça. Donc on peut... Mais si vraiment en faisant tout ça, vous n'y arrivez pas, bon, ben, c'est à ce moment-là que peut intervenir, en tout cas, des choses médicamentées pour pouvoir. Voilà. Donc, ça, c'est des choses quand je suis vraiment en plein épuisement professionnel et c'est valable aussi pour la dépression. Ça va pour cette partie-là? Vous avez des Ça questions? va. Ouais. Ah, je vois qu'il y avait un. Merci. OK. Euh, Oui. Sarah, qu'est-ce que, dans tout ce que tu as dit là, où est-ce que tu mets un burn-out? Pourquoi tu n'as pas parlé de burn-out? Quand je dis C'est un épuisement choix. professionnel, c'est burn-out. C'est juste que c'est le mot Comment? anglais. Épuisement Ah, professionnel, d'accord. c'est Ok. burn-out. Ok. J'utilise le mot épuisement professionnel parce que burn-out est devenu un mot trop à la mode à mon goût et que c'est le Je mot suis anglais en d'accord. fait. C'est le mot anglais, c'est quand on parle de burn-out, c'est de l'épuisement professionnel. Ok. Voilà. Parce qu'on a aussi, enfin, vous allez sûrement entendre burn-out, bore-out, brown-out. Le mot out est devenu à la mode. Euh, Burn-out? le bore-out et le Oui, brown-out. ça je connais, mais burn-out aussi? Le bore, B-O-R-E. Oui. Ah, d'accord. Ok.
Voilà. Donc l'ennui, hein, on peut aussi être Oui, épuisé oui. professionnellement par l'ennui parce on a pas l'impression ou la perte de sens. Voilà. Et donc, on en est à ce côté où nos besoins ont un réel enjeu dans être bien dans son travail. Ou en tout cas à essayer de tendre à aller bien quand aujourd'hui on n'est pas très bien. Parce que qu'est-ce qui se passe quand ça va pas bien? Souvent c'est parce qu'on a l'impression de subir des conditions de travail, on n'ose pas dire non, on n'ose pas dire ce qui va pas, ou alors on le dit mais d'une certaine façon ben, qui n'est pas la plus adéquate parce qu'on n'identifie pas spécialement c'est quoi nos besoins. Et tant qu'on n'identifie pas c'est quoi nos besoins, c'est compliqué de faire des demandes. Euh, je prends un exemple, j'aime bien prendre les exemples de couples. Les relations amoureuses. Euh, c'est un peu l'histoire de... On n'est que des femmes, mais bon, c'est en visio, donc peut-être que ça a vocation à être donné à d'autres personnes. Mais euh, si j'ai mon compagnon ou ma compagne qui rentre hyper tard, genre à 21h30, alors que moi j'avais préparé à manger, que je l'attendais, je n'ai pas dit que je préparais à manger, hein, c'est parce que moi en fait j'avais trop envie de lui parler de mon nouveau truc, ou alors que j'avais envie de lui parler d'un truc qui allait pas, et donc j'ai préparé un super repas, etc. Et en fait, lui ou elle arrive à 21h30, et en fait c'est fini, moi j'ai plus faim. Comment on est à ce moment-là? Est-ce qu'on est ah, c'est pas grave? On va être surtout en colère, à mon avis. Au début, ouais. Non, c'est pas Oui. grave. Ouais, au début, ouais. Mais est-ce que c'est un vrai, c'est pas grave, ou est-ce que c'est un pas grave, Non. je suis en train de bouillir à l'intérieur de moi? Mhm. Ouais. Et donc, du coup, en général, quand on va être en train de bouillir, on va pas du tout avoir une conversation et un échange qui va être productif. On va même, c'est un peu ce côté, ça va bien? Oui, oui, ça va. Oui, 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 ça va bien, ouais. Et donc, ça met des tensions. Et ouais, et le réflexe humain, ça va être plus, et t'arrives en retard, et tu me respectes pas, et là, 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 là. Et donc la personne, c'est pas vrai, elle est pas en train de me pas respecter, c'est que potentiellement elle avait un retard, potentiellement elle a crevé son pneu de la voiture, potentiellement elle a eu un rendez-vous trop tard, potentiellement même elle avait envie de rentrer plus tôt, elle pouvait pas et qu'elle est agacée. Mais du coup, on n'est pas on ne parle pas et on ne communique pas dans nos besoins. Potentiellement, là, mon besoin, ça aurait été d'avoir quelqu'un et un soutien parce que j'avais besoin de parler ce dont, ben d'échanger. Si peut-être dès le départ, j'avais conscientisé ça, j'avais mis des mots là-dessus, j'avais pu dire, écoute, là, j'ai vraiment besoin ce soir de te parler et de le dire. La personne, si elle arrive en retard, elle va peut-être le dire, écoute, là, je vais arriver en retard, est-ce qu'on peut parler peut-être demain? Et je vous assure, je suis persuadée que ça, déjà, ça nous mettrait moins en colère, ça nous rassurerait et on se sentirait beaucoup mieux que de partir du principe que parce que j'ai dit que je voulais manger avec cette personne-là et qu'il rentre tôt, qu'ils comprennent mon besoin. Enfin, vous voyez, je veux en venir ou pas? Je vois tout à fait. Ouais. C'est que des fois, en fait, souvent, quand ça va pas, nous-mêmes, on sait pas, on met pas des mots sur ce dont on a besoin. Et donc, du coup, on n'est pas forcément bien et c'est compliqué de faire des demandes et c'est compliqué de le transformer parce qu'on va essayer de faire des choses, mais on sera jamais content ou contente. Mais parce que du coup, en fait, ça ne vient pas répondre. C'est un petit peu ce que j'appelle, moi, l'arbre qui cache la forêt. Et c'est ça, c'est là où l'intérêt de se faire accompagner, c'est que la personne en face, elle voit les arbres. Et donc, Mhm. elle peut vous emmener à essayer de voir la forêt. Voilà. Mais par contre, quand c'est bloqué et on ne pourra pas le voir, hein. Mais l'idée, c'est d'emmener à voir cette forêt-là. Et ce que je vais vous proposer, du coup, quelle heure il est? On a le temps à peu près, je vais aller un peu plus vite sur la suite. C'est d'aller réfléchir à vos besoins rapidement. Alors, je vais vous envoyer le lien, je vais vous montrer ce que c'est. Euh, Ah mince, je vais vous envoyer le lien. Mais il est où? Là, vous voyez toujours vous voyez Zoom. Là, je vois écran noir. Ok. Hop. Alors, je vous envoie dans le chat un lien d'un outil que je vais vous montrer. Partager. Tac, tac, tac. Je vais vous Tu veux montrer. qu'on clique dessus ou tu vas nous montrer d'abord? Alors, je vais vous montrer d'abord. Là, vous Ok. voyez normalement explore tes besoins fondamentaux. Oui. Alors, vous aurez pas le temps. Je vais vous laisser 5 minutes pour regarder un petit peu. Vous allez avoir le lien. Moi, je vous invite à le faire après le webinaire si vous avez envie. Ça va vraiment être de pouvoir explorer. L'idée, ça va être de choisir, vous avez les consignes, d'explorer 5 besoins fondamentaux et les sous-besoins rattachés. Vous allez en repérer 3. Les 3 qui, aujourd'hui, dans votre vie professionnelle actuelle, vous semblent les plus importantes, mais les moins nourries. Donc, il ne Ok. s'agit pas de tout analyser là, hein, c'est juste de voir ce qui coince, ce qui manque et ce qui appelle. Il n'y a pas de bonne réponse à chercher, hein, il n'y a pas de bonne chose, c'est vraiment ce qu'on demande d'aller sentir. Donc, vous allez appuyer sur Je me lance.
Et vous allez là les différents types de besoins. Et par exemple, si moi, j'ose pas dire les choses, il y a des choses que j'ai envie de dire, j'y arrive pas, potentiellement, ce qui va m'attirer, c'est expression de soi. Donc, et je peux regarder, là, il y a l'explication. Qu'est-ce que c'est? Pour vérifier, est-ce que c'est ça? Est-ce que ça me parle? Ah ouais, ouais, ça me parle, ça, j'en peux plus de ça. Ok. Je vais à la page et je vais aller regarder les différents types de besoins d'expression de soi qui sont dans cette catégorie. Et puis, je vais pouvoir regarder, et à chaque fois, vous allez avoir des définitions, donc dans le petit rond, hein, la définition. Et dans le travail, comment ça peut se traduire? C'est des exemples, hein, il n'y a pas que ça. Et des questions d'introspection. Parce que l'idée, c'est de se dire, est-ce que je réponds à ça? Si je réponds pas à ça, comment je peux arriver aujourd'hui à répondre? Comment je peux, qu'est-ce que je pourrais emmener? Qu'est-ce qui me manque? C'est quoi le delta? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, Ça va, c'est clair ou pas? c'est très clair. Alors, ce que je vous propose de faire, si vous